Récé, s'il te plaît. Oui, Tu as Alessandro ou non? on attend. Oui, c'est ce qu'elle est en train de le faire. Ok, très bien. On n'attend plus que. Tout marche, Racine. Merci beaucoup. Je vais juste reprendre mon souffle. Non, mais c'est un identifiant qui est lié au LERMA, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, il n'y a pas moyen qu'il sache que ce soit moi, en fait. Alors, attends, est-ce que c'est vraiment le même numéro de réunion? 844 2145 5203, la fin. Non, euh, c'est pas ça. Idée de réunion, c'est 894. Non. Non, mais c'est pas le bon alors. Bah, t'as pas pris le bon lien, j'ai l'impression. Bah, j'ai pris le lien de la réunion que j'ai créée. Hein. Soutenance de Miali. C'est pas ça? Non, non. C'est pas le. C'est comment? Bah, j'ai fait une copie. Du coup, on va renvoyer l'invitation. Comment on fait pour envoyer une invitation du site? J'ai créé une seule réunion. C'est invité, c'est où d'ailleurs? T'avais un truc genre partagé. On va renvoyer l'invitation. Ouais. Non, mais tu fais copier, il y a un truc pour copier l'invitation. Oui, justement, c'est ce qu'on cherche. C'est dans le compte Zoom. Ah, dans le compte Zoom. Oui. Clique dessus. Voilà. L'invitation. Voilà. Ok, je te l'envoie. On voit tout le mail. Ah, d'accord. Un copier-coller. Voilà. Le lien, il a changé, c'est peut-être ça, parce que là, le truc, il est démarré. Ou peut-être, t'es sûr que c'est pas un autre lien que tu es en train de parler? Genre un colloque ou un truc comme ça? C'est envoyé. Je vais essayer celui-là. Ok. Ok. Là, ça démarre l'enregistrement automatiquement. Ok. De la thèse, des cours en cadre. Ensuite, on a là Alejandro Raga sur la connexion vidéo, moi-même Martina Dupin. Tu aurais 45 à 50 minutes pour présenter ta thèse. Ensuite, il y aurait une session de questions de la jury. Après ça, on va prendre des questions de l'audience. Ceux qui ont veulent, et ensuite, on va tirer pour délivrer. C'est ravi de répondre à Merci beaucoup. ton travail. On peut commencer. Bonjour tout le monde. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je vais vous présenter ma thèse intitulée Flot protostellaire poussé par un jet, revisiter un modèle à l'ère d'Alma. Je me présente, je m'appelle Niall Rabenanahari. Mon exposé sera divisé en 7 parties.
Tout d'abord, une longue introduction, suivie d'une phase de la présentation de la phase de modélisation. Ensuite, la présentation des différents résultats que j'ai obtenus durant ma thèse, pour finir une conclusion avec une mise en perspective du modèle. Alors, pour commencer, nous savons que la phase de formation stellaire peut être divisée de manière résumée en 5 étapes. Tout commence avec l'effondrement gravitationnel d'un cœur préstellaire en rotation qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle une protoétoile de classe 0 entourée d'un disque d'accrétion sur lequel une enveloppe tombe. Et en même temps, ont lieu des phénomènes d'éjection de masse. Ensuite, lorsque la masse de l'enveloppe devient inférieure à la masse de la protoétoile centrale, on a ce qu'on appelle une classe 1, durant laquelle les phénomènes d'éjection se poursuivent. Ensuite, lorsque toute l'enveloppe environnante est dissipée, nous avons alors ce qu'on appelle une classe 2, et durant cette phase, les phénomènes d'éjection continuent encore. Finalement, lorsque tout le disque d'accrétion est dissipé, nous avons alors une classe 3, et durant cette phase, les phénomènes d'éjection de masse sont absents, ce qui justement laisse supposer qu'il existerait une connexion entre les phénomènes d'accrétion et d'éjection. Alors, les phénomènes d'éjection que nous avons vus comme étant présents tout au long de la formation stellaire peuvent être décomposés en 2 composantes, comme illustré par l'image de la classe 0 HH212 que vous pouvez voir en dessous. Tout d'abord, en vert, vous avez la composante des G, qui consiste en fait en un faisceau de matière très collimaté, typiquement quelques degrés d'ouverture angulaire, et qui sont des composantes à très haute vitesse qui est traversée par des séries de chocs en arc incurvé qui correspondent à des sursauts épisodiques et qui peuvent être observés jusqu'à plusieurs parsecs de distance. La matière contenue à l'intérieur des G consiste en du matériau qui est éjecté depuis la protoétoile centrale et ou son disque. En deuxième composante, que vous pouvez voir ici en rouge, on a la composante des flots moléculaires. Ils sont bien moins collimatés que les G, plus lents. Ils décrivent des cavités qui entourent les G. Et le gaz à l'intérieur suit une loi de Hubble, c'est-à-dire avec une vitesse qui est proportionnelle à la distance. Le gaz à l'intérieur des flots consisterait en du matériau ambiant qui serait accéléré. Maintenant, si on voit cette image, la première question qui pourrait se poser, c'est de savoir comment est-ce que le flot protostellaire est entraîné. Est-ce seulement à l'aide d'un jet seul ou plutôt à l'aide d'un vent grand angle? Cette question, elle est importante, par exemple, parce que la rétroaction des flots protostellaires sur le milieu ambiant est invoquée comme un phénomène important pour expliquer, d'une part, la faible efficacité de formation des étoiles, et deuxièmement, ce qu'on appelle l'IMF, ou la masse initiale des étoiles formées, pour expliquer comment cet IMF ne constitue qu'un tiers de la masse des cœurs par an. Il est donc important de distinguer entre le scénario de G et de vent grand angle, afin d'obtenir et de simuler des rétroactions, simuler la rétroaction de la façon la plus réaliste possible. Par exemple, vous pouvez voir sur la droite les 2 exemples de simulation d'effondrement d'un nuage magnétisé turbulent, sur lesquels vous pouvez voir des cercles rouges qui correspondent aux protoétoiles formées. La taille et la couleur des protoétoiles indiquent leur masse, et à gauche, vous avez la simulation sans inclure les flots protostellaires, et à gauche, en incluant les flots protostellaires. Et ce que ces simulations montrent, c'est que le fait d'inclure les flots protostellaires divise justement, dans ce cas-ci, l'IMF d'un facteur 3. Justement, le premier modèle qui a été proposé pour expliquer la formation des flots est celui des flots poussés par un vent grand angle. Voici, je vous présente ici les principes généraux. Premièrement, un vent radial est éjecté à tous les angles avec une vitesse uniforme, mais en étant plus dense vers l'axe, ce qui permet de donner l'illusion d'un jet. La densité du vent qu'on obtient est alors proportionnelle à P sur R carré, où P est une dépendance angulaire.
Deuxièmement, le vent est éjecté à travers une enveloppe statique autosimilaire appelée sphère singulière isotherme, avec un certain degré d'aplatissement qui est induit par le champ magnétique et la rotation. Dans ce cas, la densité de l'enveloppe est proportionnelle à Q sur R carré, où Q est une dépendance angulaire. Troisièmement, ce modèle suppose un refroidissement et un mélange instantané du gaz qui est situé entre le vent et l'enveloppe, ce qui va entraîner la formation d'une coquille en expansion radiale. Dans ce cas, en posant les équations de conservation de la masse et de l'impulsion, nous pouvons obtenir que la vitesse Vs d'expansion du flot dépend d'une part de la vitesse du vent, ici, et du rapport de densité entre l'enveloppe et le vent. Or, justement, ce rapport de densité, il est indépendant du rayon et il ne dépend que du rapport des dépendances angulaires, ce qui implique que la vitesse d'expansion du flot est constante dans le temps et qu'elle peut donc s'écrire comme le rapport entre le rayon de la coquille et l'âge de cette dernière pour chaque angle θ. Dans ce cas, la coquille qui est poussée par le vent est en expansion autosimilaire dans le temps, ce qui permet à ce modèle de vérifier automatiquement la loi de Hubble observée. Alors, maintenant, au niveau des principes plus particuliers de ce modèle, tout d'abord, en 1995, Xu et al. Ont proposé comme solution pour le vent grand angle celle du vent X magnétocentrifuge, dont vous pouvez voir la forme en haut à gauche, avec en pointillé les lignes de courant et en trait plein les isocontours de densité. Et justement, ces isocontours de densité sont cylindriques, ce qui montre justement que la densité du vent est proportionnelle à 1 sur le rayon cylindrique au carré. Ensuite, en 1996, Li et Xu ont proposé comme solution pour l'enveloppe environnante celle du cœur en équilibre magnétostatique, dont vous pouvez voir une illustration en bas à gauche. Notamment, il est possible d'adopter une solution approchée dans laquelle la densité est proportionnelle à R puissance moins 2 sinus carré θ pour un degré d'aplatissement typique qui est celui observé dans les cœurs préstellaires. Si maintenant on combine ces deux solutions, ce modèle est capable de reproduire d'une part la forme parabolique des flots observés, non seulement en termes de collimation, mais d'angle d'ouverture, mais aussi la forme de la relation entre la masse et la vitesse, comme le montre l'étude de Li et al. 2001 à droite. Alors, ce modèle s'est rapidement imposé comme le modèle prédominant, car il était capable de reproduire la forme des flots CO observés dans les années 1990. Cependant, dans les années 2000 et 2010, l'extension des cartes CO et H2 observées ont mis à jour de nouvelles difficultés rencontrées par ce modèle. Si maintenant nous définissons par petit q le rapport d'aspect, c'est-à-dire le rapport entre la longueur et la largeur maximale du flot, on peut voir qu'on a pu observer que de plus en plus de flots protostellaires observés dépassent le parsec de Lang en ayant simultanément un rapport d'aspect supérieur à 10, donc un flot très collimaté, et un angle d'ouverture élevé à la base, typiquement de l'ordre de 100 degrés. L'exemple le plus marquant est celui du flot B5 IRS1 que vous pouvez voir à droite, et dont vous pouvez justement voir l'évolution du champ d'observation depuis 1996. Alors, ce flot, il montre non seulement un angle d'ouverture très élevé à la base, comme vous pouvez voir ici, mais c'est aussi un flot qui est lent de au moins 2 parsecs. Alors, le problème, c'est que cette morphologie, elle est incompatible avec les prédictions du modèle de vent grand angle, même les plus récentes, qui prédisent que le rapport d'aspect descend en dessous de 3 dès que l'angle d'ouverture à la base dépasse les 70 degrés. La deuxième difficulté rencontrée par ce modèle est la reproduction de la courbure des chocs internes observés. Pour un vent grand angle variable que vous pouvez voir à gauche, les chocs internes qui sont prédits sont beaucoup trop aplatis par rapport aux observations que vous pouvez voir au centre, et contrairement aux prédictions de flot poussées par un G variable que vous pouvez voir ici à droite.
Justement, le deuxième modèle proposé pour expliquer la formation des flots est celui des flots poussés par un jet collimaté. Le principe est le suivant. Un jet est lancé à travers une enveloppe. La collision entre les deux va venir générer un choc d'étrave dont l'expansion va venir pousser le flot. Là aussi, il existe une solution analytique balistique, mais qui n'est possible que pour un jet stationnaire lancé dans un milieu uniforme. Dans ce modèle analytique, en posant la conservation de la masse et de l'impulsion, les flux poussés prennent alors une forme cubique, ce qui justement a été, comme vous pouvez voir ici à gauche, et cela a été validé par les simulations numériques dans l'étude de Lietal 2001, tout à droite. Deuxièmement, à temps court, la vitesse du gaz poussé au bord du flot est dominée par sa composante radiale cylindrique, comme vous pouvez le voir illustré ici. Ce modèle analytique pour jet stationnaire dans un milieu uniforme a généré 3 critiques contre le scénario de flot poussé par des jets. Premièrement, les flots prédits sont beaucoup trop collimatés au temps long, avec typiquement un rapport d'aspect supérieur à 10 après 10 000 ans. Deuxièmement, les vitesses du gaz atteintes dans les flots larges sont beaucoup trop faibles, typiquement de l'ordre de 0,01 km par seconde au-delà de 5000 AU. Troisièmement, on a le problème de la superposition dite rouge-bleu, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde la vitesse projetée le long de la ligne de visée, en fonction de la position le long d'une direction donnée, il y a coexistence entre des vitesses décalées vers le bleu et des vitesses décalées vers le rouge. Le problème étant que la superposition rouge-bleu observée dans ce modèle est excessive dès que l'angle d'inclinaison entre le jet et la ligne de visée dépasse 30 degrés. Cependant, le modèle adopté pour énoncer ces critiques néglige à la fois la stratification des cœurs et aussi les effets à long terme de la variabilité. Sur la figure de gauche, vous pouvez voir une représentation de l'intensité observée pour 4 flots protostellaires en fonction de la distance. En très plein, vous avez les flots observés et en pointillé, vous avez les ajustements faits sur des modèles de cœurs stratifiés en densité. Et justement, ces observations montrent que la densité de l'enveloppe est en fait proportionnelle à une loi de puissance du rayon entre 1000 AU et 20 000 AU. Or, justement, les prédictions de Raga et al. 93 et Cabri et al. 97 ont montré d'une part que les jets dans une enveloppe stratifiée produisent des flots plus ouverts et d'autre part que la variabilité du jet produit des chocs d'étrave internes dans la cavité qui pourraient peut-être induire un effet cumulatif à long terme. Ainsi, j'ai eu au cours de ma thèse 3 objectifs. Premièrement, à l'aide de simulations numériques, j'ai cherché à revisiter le modèle de flot poussé par un jet en incluant pour la première fois, premièrement, la même stratification du cœur que pour le vent grand angle au lieu d'un milieu uniforme et deuxièmement, une variabilité qui est suivie sur un âge de 10 000 ans au lieu des 1000 ans qui ont été étudiés jusqu'ici. Ce qui justement permet d'étudier l'interaction, ce qui permet justement une interaction entre les nombreux chocs d'étrave. Deuxième objectif, c'était de voir si ces améliorations répondent aux critiques opposées au modèle. Et troisièmement, comparer qualitativement ces prédictions à des observations ALMA d'un flot typique. Pour mon travail de thèse, j'ai donc réalisé la simulation d'un jet pulsé à travers une enveloppe stratifiée sur des échelles de temps longues, allant jusqu'à 10 000 ans. Et pour cela, j'ai utilisé le module d'hydrodynamique du code MPI à MRVAC. Le premier avantage qui a justifié le choix de ce code, c'est que c'est un code versatile et modulable qui est relativement simple à comprendre dans sa stratégie de programmation. Deuxième avantage, il dispose d'une fonctionnalité d'AMR ou raffinement adaptatif de maillage qui m'a permis d'atteindre une grande résolution en économisant sur le coût en temps de calcul. Troisièmement, il est paralysé via la norme MPI, ce qui me permet de lancer mes simulations en parallèle sur une machine de calcul performante. Et enfin, dans mon équipe, j'ai pu bénéficier de la collaboration avec Zakaria Milani, ici présent, qui est un expert du code s'occupant de son développement.
Le code que j'ai utilisé résout donc les équations de l'air avec refroidissement, à savoir les équations de conservation de la masse et de l'impulsion et de l'énergie. Dans l'équation de conservation de l'impulsion, la force Fp est la force qui maintient le cœur stratifié non perturbé en équilibre hydrostatique. Dans l'équation de l'énergie, petit e désigne la densité d'énergie totale du gaz, NH désigne le nombre volumique de noyaux d'hydrogène et lambda est le taux de refroidissement radiatif par les atomes et les ions. Et comme la fonction lambda t dépend de la température, j'ai besoin de suivre l'évolution de cette dernière que j'exprime en fonction de la pression thermique en utilisant la loi des gaz parfaits. Enfin, je suppose que le gaz reste atomique et neutre avec une abondance d'hélium de 10% par rapport à l'hydrogène. Au cours de mes simulations numériques, j'ai considéré une grille cylindrique 2D de dimension, dont la taille va jusqu'à 20 000 unités astronomiques de côté. Grâce à la fonctionnalité d'AMR, j'ai pu obtenir une résolution spatiale allant de 5 à 80 unités astronomiques. Mes calculs, durant ma thèse, j'ai lancé mes calculs en parallèle sur la grappe de calcul TICO de l'Observatoire de Paris, ce qui m'a permis de profiter de nœuds de calcul ayant chacun jusqu'à 48 heures. Au niveau de la modélisation de l'enveloppe, j'ai étudié 3 différents modèles de stratification en densité. Tout d'abord, une enveloppe uniforme, comme cela a été réalisé par le passé dans les simulations de G de Lie et al. 2001, et comme cela a été adopté jusqu'ici dans les modèles de flot poussés par les G. Ensuite, j'ai étudié une enveloppe stratifiée suivant la direction axiale du G, de l'axe du G. Et enfin, j'ai étudié le cas d'un cœur singulier aplati, qui est justement la stratification adoptée dans les simulations de vent grand angle de Lie et al. 2001. Ensuite, voici le premier résultat de ma thèse, où je compare les cartes de densité des flots poussés par un même G à travers chacun des 3 modèles d'enveloppe précédents, en prenant la même valeur de densité de l'enveloppe à la base du G. Je compare les résultats au même âge, ici à 600 ans. Tout à gauche, vous avez les résultats pour le cas uniforme et tout à droite, le cas du cœur singulier aplati. Cette figure montre clairement que plus la densité de l'enveloppe chute abruptement avec la distance, plus la largeur des flots poussés augmente. Cette augmentation de largeur atteint même un facteur 8 au sommet du domaine entre le cœur singulier aplati à droite et le cas uniforme, cœur singulier aplati à droite et le cas uniforme tout à gauche. Ensuite, j'ai étudié l'influence des paramètres libres sur mes résultats. J'ai ainsi lancé une grille de modèles dans laquelle ma simulation de référence adopte le même cœur stratifié et le même flux d'impulsion que dans la simulation de vent grand angle de Lie et al. 2001. Dans chaque simulation de ma grille, j'ai fait varier un paramètre à la fois parmi 7 paramètres libres et j'obtiens du coup la figure de droite qui montre la largeur du flot poussé dans chaque simulation en fonction de l'altitude. Tout d'abord, il faut voir en vert, ici, que le paramètre qui a le plus d'effet sur la largeur du flot est la densité de l'enveloppe. Cependant, la largeur n'est augmentée que d'un facteur 2, alors que j'ai diminué la densité de l'enveloppe d'un facteur 100. Ensuite, les autres paramètres que j'ai explorés ont un effet bien plus modéré. En conclusion, ces résultats montrent aussi toute la robustesse de notre modèle par rapport à ces paramètres, ce qui justifie justement les choix de valeurs que nous allons prendre pour nos simulations suivantes. Si maintenant je fais tourner mes simulations numériques plus longtemps, jusqu'à un âge de 10 000 ans, j'obtiens tout d'abord la carte de densité ci-contre. Tout d'abord, on peut y voir que ce qui formait à temps court une seule couche au bord du flot, c'est scindé en 2 couches distinctes à 10 000 ans. D'abord, nous avons la couche dite externe, qui est un choc en avant propagé à travers l'enveloppe. Ensuite, nous avons une couche dite principale, ici, qui est en fait la zone où les chocs d'étrave internes successifs viennent s'empiler. Entre les deux, nous avons un cocon de gaz lent.
Toujours à 10 000 ans, j'ai ensuite représenté dans le cadran à droite la fraction massique de matériaux originaires de l'enveloppe. Cette carte montre notamment que la couche principale est aussi l'interface qui délimite la zone dominée par la matière de l'enveloppe et celle dominée par la matière originaire du jet, ce qui m'a permis, dans mes manipulations ensuite, d'isoler les contributions de chacune. J'ai ensuite étudié sur la figure de droite l'évolution de la largeur des couches externes et principales en fonction de l'âge, à une altitude fixe ici de 800 AU, ce qui me permet justement d'étudier l'angle d'ouverture du flot. En symbole de croix, vous avez la largeur pour la couche principale et en symbole cerclé, vous avez la largeur pour la couche externe. En pointillé, vous avez les largeurs prédites dans le modèle de vent grand angle pour un vent de même flux de masse et avec la même enveloppe stratifiée. Et ce qu'on peut voir sur cette figure, c'est que la largeur de la couche principale décélère à temps lent pour saturer asymptotiquement dans la largeur de flot CO observée par ALMA, que vous voyez en bande grise, et qui a été observée en 2020. Et ce, contrairement au flot prédit pour un vent grand angle qui dépasse les largeurs observées après quelques milliers d'années. Ainsi, les prédictions de notre modèle nous permettent de reproduire les largeurs observées des flots à 800 unités astronomiques, ce qui résout justement la première critique énoncée contre ce modèle. Maintenant, ici, je regarde les cartes de vitesse. À gauche, dans le cadran à gauche, la carte de vitesse radiale et dans le cadran à droite, la carte de vitesse axiale. La carte de vitesse axiale montre en blanc, ici, la délimitation de la couche principale. Cette carte montre que la vitesse radiale atteint ses valeurs maximales dans les ailes des chocs d'étrave internes, tandis que la carte de VZ montre l'existence d'une couche similaire à un cisaillement en vitesse, où la vitesse axiale chute rapidement près de la couche, en arrivant près de la couche principale. Cependant, les chocs internes créés par la variabilité temporelle permettent ici de réapprovisionner à temps lent en gaz rapide les flancs du flot, ce qui permet aux vitesses dans les flancs du flot de dépasser 1 km par seconde pour une largeur de 10 000 unités astronomiques. Et de ce fait, nous avons résolu la deuxième critique avancée contre ce modèle. Avant d'enchaîner, pour obtenir des prédictions synthétiques, j'ai moi-même programmé un code sous Python qui m'a permis de calculer le cube spectral issu de mes simulations numériques pour une certaine inclinaison du G. Ce cube, il est ensuite comparé au cube spectral issu des observations et le principe est le suivant. D'abord, je reconstruis le flot en 3 dimensions par symétrie de révolution. Ensuite, je projette les positions des cellules en 3 dimensions sur le plan du ciel pour ensuite construire mon cube spectral. C'est-à-dire que, suivant 2 directions perpendiculaires, nous avons les positions projetées et suivant la 3e direction, on a la projection de la vitesse le long de la ligne de visée. Comme il est compliqué de visualiser un cube en 3 dimensions, j'effectue des coupes ou des projections dans ce cube. Par exemple, si je regarde la projection sur le plan des positions, j'extrais alors une carte d'émission intégrée. Si je regarde la vitesse dans le cube le long de l'axe du G, et si je fais une coupe dans cette direction, j'obtiens alors ce qu'on appelle un diagramme position-vitesse longitudinale ou PV longitudinal. Si ma découpe est cette fois-ci faite perpendiculairement à l'axe du G, j'obtiens alors ce qu'on appelle un diagramme position-vitesse transverse ou PV transverse. Enfin, si je projette les 2 positions du cube sur l'axe des vitesses, j'obtiens une distribution masse-vitesse qui relie la masse prédite en fonction de la vitesse projetée. À partir de mes prédictions synthétiques, j'ai ensuite étudié ici l'influence, ici à gauche, l'influence de l'angle d'inclinaison du G par rapport à la ligne de visée sur les PV longitudinaux obtenus dans mes simulations à 10 000 ans.
J'obtiens comme résultat important que la superposition rouge-bleu, qui était excessive jusqu'à présent, qui était excessive et qui a été prédite jusqu'à présent en dessous de 1000 ans, n'est plus présente lorsqu'on se place à 10 000 ans, dès que l'angle d'inclinaison descend en dessous de 80 degrés par rapport à la ligne de visée. Ce résultat vient donc résoudre la troisième critique avancée contre ce modèle. Pour expliquer la raison de cet effet, j'attire votre attention sur la figure de droite qui montre une carte d'orientation des vecteurs vitesse dans le gaz, mais où les normes des vecteurs, la norme des vecteurs n'est pas montrée. On peut voir tout d'abord que les vecteurs vitesse dans le cocon lent, à gauche, tend à être orienté préférentiellement perpendiculairement à la couche externe. Cependant, on a vu que les vitesses dans ce cocon sont suffisamment faibles pour que leur projection le long de la ligne de visée tombe près de la vitesse au repos de l'enveloppe. Par contre, l'essentiel de l'émission observée est quant à elle contenu à l'intérieur de la couche principale où la vitesse du gaz est surtout parallèle à la couche, ce qui donne des vitesses projetées qui sont préférentiellement orientées dans un sens. Ensuite, dans la suite de mon travail de thèse, j'ai effectué une comparaison de mes simulations numériques avec des observations ALMA du flot CO HH46-47. Il s'agit d'un flot situé à une distance de 450 parsecs dans la nébuleuse de Goum. C'est un flot qui est estimé comme étant une classe 0 ou classe 1, ce qui situe son âge entre 10 000 et 100 000 ans. Le jet observé à l'intérieur de ce flot est incliné d'un angle entre 35 et 40 degrés. Et pourquoi j'ai choisi ce flot en particulier? Parce qu'en fait, il est intéressant pour nous car il s'agit d'un prototype de flot CO qui non seulement a été entièrement cartographié par ALMA, mais a aussi jusqu'ici été ajusté par des cavités de vent grand angle, ce qui nous permet du coup d'avoir de bonnes contraintes pour les paramètres de notre modèle. Par exemple, dans le lobe décalé vers le rouge de ce flot, l'ajustement par un vent grand angle indiquerait la présence de deux cavités paraboliques dont les âges sont estimés en dessous de 500 ans, ce qui pourtant est bien moins élevé que l'âge estimé pour la protoétoile centrale. Sur ces figures, de gauche à droite, vous pouvez voir premièrement la carte d'émission du flot, le PV longitudinal dans le lobe rouge et un PV transverse observé pour ce lobe. Et sur chacune de ces figures, vous pouvez voir en ellipse ou en parabole rouge les ajustements qui ont été faits avec un modèle de vent grand angle. Ici, je représente la carte d'émission avec en haut les prédictions de notre simulation de flot poussée par un jet variable dans un cœur stratifié à 10 000 ans. Et en bas, nous avons les observations de HH46-47. Nous voyons que nos prédictions sont comparables aux observations en termes de largeur et d'angle d'ouverture. J'ai ensuite comparé à gauche le PV longitudinal observé pour HH46-47 avec celui prédit dans notre simulation à 10 000 ans à droite. Ici aussi, les prédictions sont qualitativement comparables aux observations. Ensuite, à très haute vitesse, ici, on peut voir la signature du jet supersonique et à plus faible vitesse, ici, on peut voir la signature des chocs d'étrave qui respectent une loi de Hubble comme dans les observations. J'ai ensuite regardé les PV transverses prédits par notre simulation. D'abord, vous pouvez voir que les PV transverses prédits montrent une forme caractéristique de cloche qui pique à haute vitesse et qui s'élargit progressivement jusqu'à la vitesse au repos de l'enveloppe. Et cela en raison de la décélération progressive des chocs d'étrave. À vitesse intermédiaire, on peut voir des ellipses brillantes qui sont en fait les signatures de l'intersection entre la ligne de visée et les chocs d'étrave. Enfin, à basse vitesse, on peut voir une structure en forme de bicorne
qui sont en fait les signatures qui sont en fait liées au cisaillement en vitesse qu'on avait observé au bord de la couche principale. Si je compare ensuite à gauche les PV transverses dans nos simulations avec les PV transverses observés à droite et ceux aux mêmes hauteurs projetées, on peut voir que les prédictions reproduisent qualitativement bien les observations. L'accord est mieux encore, l'accord avec les observations est même qualitativement meilleur qu'avec le modèle de vent grand angle. Enfin, si je compare la distribution masse-vitesse prédite avec les observations, j'obtiens la figure ci-contre. En rouge et en bleu, vous avez les observations dans les lobes rouges et bleus du flot, et en cercle rempli, la distribution corrigée de l'épaisseur optique. En noir, vous avez les prédictions de notre simulation à 10 000 ans, qui sont justement ici en accord avec les observations. Pour conclure, nous avons donc pour la première fois réalisé des prédictions de flot poussées par des jets pulsés qui répondent aux trois critiques qui ont jusqu'alors été avancées contre ce modèle, grâce à, premièrement, la stratification en densité de l'enveloppe, et deuxièmement, des temps de simulation suffisamment longs et qui excèdent typiquement, qui atteignent typiquement 10 000 ans. Ces prédictions, elles sont en plus qualitativement comparables aux observations ALMA et elles marchent même mieux qu'avec un modèle de vent grand angle. Enfin, en parallèle, notre modèle nous permet de prédire des cavités stationnaires à long terme avec moins d'impact sur l'enveloppe qu'avec un vent grand angle, ce qui pourrait induire une rétroaction moindre sur l'IMF ou le taux de formation stellaire, l'efficacité de formation stellaire. Quant aux limites et perspectives du modèle que nous avons utilisé, nous avons tout d'abord négligé les effets du champ magnétique. En effet, selon des études réalisées précédemment, le champ magnétique aurait deux effets. Premièrement, il induirait une pression magnétique dans le jet qui viendrait élargir de manière modeste les chocs d'étrave imbriqués. D'autre part, le champ magnétique qui serait à l'intérieur de l'enveloppe créerait quant à lui un phénomène de confinement magnétique qui réduirait la largeur du flot tout au plus d'un facteur de 25% pour les cœurs modérément aplatis de Lie-Chou. On peut donc voir que les effets du champ magnétique pourraient s'avérer négligeables dans notre modèle. Ensuite, nous avons négligé la présence des molécules dans le gaz. Cependant, d'un côté, les processus moléculaires comme la dissociation du dihydrogène n'interviennent qu'au-delà de 20 km par seconde, là où les observations ALMA en CO auxquelles nous avons comparé nos simulations tracent quant à elles le gaz en dessous de 20 km par seconde. Cependant, d'un autre côté, le refroidissement par le dihydrogène peut être considéré comme très efficace, comme vous pouvez le voir sur les trois figures ci-dessous, qui montrent des simulations avec dissociation et refroidissement du dihydrogène dans un cœur uniforme. Tout en haut, vous avez un jet qui est lancé dans une enveloppe, et le jet et l'enveloppe ne sont composés que d'hydrogène atomique. Au centre, le cœur est composé uniquement d'hydrogène moléculaire, et tout en bas, le jet et le cœur sont tous les deux composés seulement d'hydrogène moléculaire. Et comme vous pouvez voir, ces simulations montrent que le refroidissement le fait d'inclure le refroidissement par le dihydrogène réduit la largeur des chocs d'étrave. Cependant, l'effet semble rester modéré si le jet reste majoritairement atomique, comme cela est par exemple observé dans les protoétoiles de classe 1 ou classe 2. Enfin, comme dans les travaux qui ont été réalisés jusqu'ici sur le modèle de jet, nous avons maintenu l'enveloppe statistique jusqu'à 10 000 ans. La justification est que l'effondrement gravitationnel d'une sphère singulière va en fait se propager vers l'extérieur depuis la protoétoile. Ainsi, à l'intérieur d'une région de rayon R infol, la densité de l'enveloppe va passer d'une loi en R puissance moins 2 à une loi en R puissance moins 1,7.
5. Cependant, le rayon de cette région est de l'ordre de 1000 AU à 10 000 ans, ce qui est bien inférieur à la taille de la région simulée, que nous simulons. Les difficultés soulevées par les simulations avec effondrement de l'enveloppe sont au nombre de 2. Premièrement, la géométrie de l'effondrement dépend fortement des conditions initiales, que ce soit par exemple en termes de rotation ou de champ magnétique, mais elle dépend aussi fortement du traitement du disque équatorial en formation, ce qui conduit du coup à des simulations beaucoup plus complexes que ce que nous avons réalisé durant la thèse. Comme vous le voyez, le travail de ma thèse constitue ainsi un premier travail qui, premièrement, sera certainement amené à être poursuivi par la suite, ne serait-ce qu'en termes d'amélioration du modèle ou de comparaison avec d'autres flots. Deuxièmement, c'est un travail qui donnera certainement lieu à de futures applications et développements. Par exemple, je pense aux simulations de rétroaction utilisant ce modèle. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Si vous avez la moindre question, j'essaierai d'y répondre. Merci. Très bien. Et on va aller peut-être avant quelques questions, je vais dire que j'ai beaucoup aimé cette présentation, la présentation qui a été faite, et qui reflète une partie du manuscrit de thèse, que je trouve absolument remarquable par plusieurs aspects, qui ne sont peut-être pas ressortis de manière aussi claire, qu'on peut deviner dans la présentation, mais tout d'abord, c'est assez remarquable d'avoir une présentation aussi claire, synthétique, des différents modèles de flow stellaires dans un même ouvrage. À la fois les deux grandes catégories que tu as montrées et qui se sont fait un peu la guerre pendant quelques décennies sur le grand angle versus les flows super budget. Et tu as montré en fait également le processus physique et les équations qui gouvernent les processus. Ça, c'est assez rare de trouver ça dans le et c'est vraiment remarquable. Le deuxième point remarquable, c'est que le travail numérique que tu as mené, donc on devine les aspects dans cette présentation, mais ils sont vraiment un travail intense. La diversité des schémas numériques pour traiter les conditions de bord, par exemple, un tas d'aspects techniques, mais très très parfois et les résultats sont très très intéressants en confirmant en fait en prenant les conditions physiques en meilleur accord avec les contraintes observationnelles sur la question de la stratification en densité de l'enveloppe, par exemple. Eh bien, on arrive à des résultats qui reproduisent très bien les morphologies observées et aussi des structures à l'intérieur des qualités de flow qu'il s'agirait en fait d'étudier plus attentivement, au moins pour les questions alors, quelques questions quand même. J'avais d'abord la structure en densité de flow. Et puis, il y a aussi une structuration en température. Est-ce que tu attendrais des changements significatifs si on adoptait des valeurs de densité plus élevées et qui sont plus proches de celles que l'on observe dans les régions de Cornell, dans les régions à une échelle de quelques centaines d'unités astronomiques? J'ai une slide sur cette. D'abord, merci pour cette question très intéressante. Et j'ai justement cette slide
pour présenter pas celle-ci, c'est celle-là, oui, pour présenter justement la réponse. Ici, j'ai refait le travail de simulation jusqu'à 10 000 ans en prenant cette fois une densité d'enveloppe qui est 100 fois plus importante que ce que j'avais pris dans les simulations que j'ai présentées et qui peuvent être justement caractéristiques des flots que vous décrivez. Et j'ai mesuré à droite l'évolution de la largeur du flot, oui, du flot en fonction de l'âge, comme je l'ai fait précédemment. Ici, à deux hauteurs, à la base à 800 AU et à 20 000 AU au sommet. Et ce qu'on peut voir justement, c'est que le fait que, comme on l'a vu dans l'étude de l'influence des paramètres libres, le fait d'augmenter encore plus la densité ambiante, elle réduit la largeur des flots. Par contre, si on regarde à 20 000 ans, si on regarde jusqu'à 20 000 ans l'évolution de la largeur, on peut voir que celle-ci n'a pas encore commencé à décélérer. Donc, on peut penser que si on pouvait si on fait pousser la simulation un peu encore plus loin, au-delà de 10 000 ans, au-delà de 20 000 ans, nous pourrions atteindre les largeurs et les formes de cavités observées. Bon, j'ai quelques questions. Ok, donc, dans ce modèle, on a considéré principalement l'hydrogène sous forme atomique. Les prochaines étapes pour les observateurs seraient de traiter le problème moléculaire, qui en a parlé, le CO, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, pardon. Est-ce que ça représente techniquement, numériquement, un effort? Quel genre d'effort ça peut représenter? En termes d'adaptation, ça va rajouter une autre contrainte qui est qu'il va falloir suivre la fraction d'hydrogène et de CO dans l'espace. Là, on a supposé qu'on a une fraction d'ionisation qui est constante partout. Il faudra suivre aussi la fraction d'ionisation. Et est-ce que j'ai une slide? L'autre difficulté, du coup, c'est que ça va être très coûteux en temps de calcul parce que ça va induire des pas de temps numériques qui seront encore plus petits pour pouvoir garder couplées en fait les équations d'évolution de la chimie et de refroidissement. Ici, par exemple, vous avez la courbe de refroidissement des travaux de Suttner et al. 97, où ici, typiquement, c'est la courbe de refroidissement des atomes pour une certaine composition et densité donnée. Ça, c'est typiquement c'est le travail que j'ai fait. Et si on rajoute l'apport de la poussière, la dissociation par H2 et le ré vibrotationnel de H2, ça va se complexifier. Juste une dernière question par curiosité par rapport à notre modèle sur cette thématique. Donc, il a été considéré la variabilité temporelle légère avec des éjections de Est-ce que tout s'est bien passé dans les régions de lancement du gel? C'est là où parce que c'est là aussi où la densité de l'enveloppe est élevée. Donc, je me traversais la tête la question de choc interne, éventuellement d'interaction entre ces éjectats. C'est une bonne question. De mémoire, nous n'avons pas particulièrement rencontré de problème. Le problème rencontré, c'était surtout au niveau de la zone d'interface à la base du jet, entre d'un côté le jet et l'enveloppe, qui pouvait générer des phénomènes d'aspiration, des effets de bord, qui pouvaient induire des dépressions, parfois même des pressions négatives qui faisaient planter le code. Et donc, c'est pour ça que ça justifiait justement qu'on a dû faire tout un travail sur les conditions au bord pour pouvoir faire tourner nos simulations. Merci. Sur le travail, en avance sur la manuscrit,
Merci beaucoup. Voilà, c'est un outil extrêmement réussi. C'est un sujet difficile. Il y a une grande densité d'informations tout au long du début de la phrase. Tu as beaucoup lu. Et c'est un travail de fond qui est. J'ai bien aimé la partie qui déborde même sur chaque française. Tu as envie de montrer par l'implémentation ce que tu vas apporter, montrer et en quoi ton travail s'insère dans ça, c'est intéressant. Et ça peut pas être fait correctement. Voilà, ça c'est assez agréable. Alors, les résultats, bien exposés dans ton esprit. Alors, je pense que les résultats sont un peu aussi. C'est extrêmement lent. Voilà, je pense que je n'ai pas tous ces chiffres, mais il y a vraiment une volonté avec toutes les personnes. Regardez comment on arrive. Donc, évidemment, il y a une forme de foncière derrière, sur les deux candidats sur lesquels vous pourrez expliquer des choses, et puis il y a aussi des améliorations. Voilà, alors je dois dire que la présentation orale me semble un peu plus. Parce que je peux avoir des réponses à des questions. C'est assez limpide ce que tu as présenté. C'est pédagogique, tu n'as pas bégayé du tout. Voilà. Pas de respiration, c'était vraiment. Merci. Alors, sur la partie. Alors, je dois mentionner aussi que ton sujet, quand même, assez compliqué. C'est quand même un équilibre assez réussi entre une partie théorique et analytique. Bon, la base, de découverte du sujet. Oui. Voilà. Une partie modélisation, on sent bien que la physique numérique. Oui. Et il n'y a pas d'autre, je pense que c'est vraiment un mystère. Merci. On peut aller dans le détail, mais je pense que la physique numérique. Merci. Et puis, il y a aussi une partie, par exemple, des observations. Les données observationnelles, et de faire des outils de la simulation numérique. Alors, en fait, il y a une question que je me suis posée. Justement, il n'y a pas des expériences de physique de laboratoire qui lancent des jets dans le gaz qui pourraient permettre, par exemple, de tester le peuple. Est-ce que, je ne sais pas, dans la des aérosols, c'est une question, c'est juste un commentaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans la compartiment de la physique des choses qui pourraient vous aider là? C'est une bonne question. Je crois avoir vu des expériences de jet dans mon master de dynamique des fluides, mais pas spécialement pour reproduire les GE astrophysiques. Et l'une des difficultés justement, que je vois, c'est peut-être que je me trompe, c'est avec les expériences de laboratoire, c'est qu'on a ici affaire à des chocs qui sont refroidis. Et du coup, ça introduit en fait un rapport adimensionné qui est le rapport entre la distance de refroidissement, la longueur de refroidissement, et une distance caractéristique, par exemple le rayon du jet. Et le problème, c'est que cette distance, elle peut varier énormément, ce qui est justement obligé que les simulations ne soient pas dimensionnées. Et deuxièmement, elle ne dépend pas simplement de la température, il n'y a pas une relation simple. C'est plutôt là qu'on pourrait regarder avec des expériences pour le refroidissement, pour la courbe de refroidissement ou avec des simulations numériques. Mais je pense que ça, ce serait quand même une contrainte pour les expérimentations en laboratoire. Alors, j'ai vraiment plein de questions, mais je vais en peut-être sur deux points, ça va être trois peut-être, de toute façon, mais je pense à un de choses. Alors, sur la partie observationnelle, vraiment, est-ce que tu pourrais m'éclairer sur un certain nombre de choses? Oui. Donc, sur les aspects de jet et de vent. J'ai une première question très belle. Comment est-ce qu'on est sur la masse de la matière qui se trouve dans est-ce que c'est
observationnellement. Oui. À l'aide bonne question, c'est une bonne question. La question qui va avec, c'est quand on regarde les cartes, c'est comme le vent qui a beaucoup de mais il y a probablement des composants qu'on voit, des composants qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on oublie des choses? Oui, par exemple, si je demande pendant, effectivement, même s'il a ses inconvénients, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des vents qu'on ne verrait pas du tout, qui pourraient participer à une évolution globale? Déjà, pour mesurer la masse, je pense par exemple justement à la distribution masse-vitesse. Par exemple, ici, c'est le cas de la distribution masse-vitesse observée pour CO. Donc, ce serait, si on intègre la masse, la distribution en fonction de la vitesse, la masse totale en CO dans chaque lobe. Ok, donc vous avez sur du CO, elle fait monter à 2. Oui, c'est ça. Donc là, sur la masse, non, on a des rapports d'abondance qui permettent de remonter plutôt fidèlement à la masse totale. Oui, donc sur le contenu moléculaire, en fait, j'ai un petit peu plus, sur ton graphe de refroidissement, au début, tu avais montré sur les plans de bus. Il y avait un curseur qui était au niveau, un curseur qui l'avait positionné vers, vers 4. Alors, je me demandais dans quelle région. Du coup, on est plutôt dans les chocs atomiques. Les chocs atomiques, on est plutôt vers des températures de l'ordre de 10 puissance 4K. Oui, parce que tu vois, quand tu les disais à la partie, donc, l'équation d'état, un peu renforcée, mais alors, sauf si je fais une erreur, mais dans les étoiles, il y a un ion qui c'est H1. Oui. Et je n'ai pas vu dans ta liste d'éléments. Est-ce que c'est juste là, ça fait partie des choses à faire? Ça fait partie des choses à faire. Tout ce que le modèle que j'ai utilisé suppose, c'est que on a uniquement du H et on a une fraction, pour ce qui se situe en dessous de 10 puissance K, on a une fraction, une fraction d'ionisation fixe. Oui. Bon, ça veut dire qu'il y a peu d'électrons. Oui, de l'ordre de 10-3 en termes d'abondance d'électrons. Oui. Et justement, l'intérêt de faire de la chimie et que un travail que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini, c'est justement d'inclure la chimie du H2 qui inclut justement H- et les électrons. Oui. Ça, je vais peut-être quitter un peu cette partie-là. Sur la partie environnement et simulation. Oui. Alors, tu as peut-être vu dans le petit commentaire que j'ai fait sur la partie dédimensionnée qui génère un peu, c'est vrai que. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je voulais juste mentionner peut-être un point. Je ne peux pas croire que vous travaillez en c'est dédimensionné quelque part. Oui, oui. Donc, si tu as une boîte de 1 sur 1, les équations différentielles sont à un certain ordre, je suppose que c'est de l'ordre 2. Oui. C'est de l'ordre 2, donc ça veut dire que tu as une n, tu as une erreur qui revient sur n2. Alors, juste un petit commentaire, c'est qu'à un moment donné, tu dis que tu es mis le 1 sur 1836. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que tu négliges les quantités qui produisent une erreur qui est au-dessus du bruit numérique. Tu peux un peu partir sur les. D'accord. Ça fait un vecteur un peu différent. Voilà. Oui. D'accord. Alors, justement, là, il y a un point sur la simulation que je ne comprends pas bien. Si on m'attendait dans la simulation que tu as présentée, même dans l'ouvrage, je m'attendais à ce que l'enveloppe soit partie intégrante du fluide. On va avoir une simulation bifluide. Et donc, ça veut dire que ça t'oblige dans les équations que j'ai à introduire donc un terme de tenir compte de cette. Ah, c'est vrai que. Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire un jet qui se propage dans un environnement qui existe déjà? Alors, aussi loin que je maîtrise le code, je sais que je n'ai eu accès qu'à la partie monofluide.
Et c'est une approche qui est intéressante qui pourrait être envisagée, oui, l'approche multifluide. Justement, nous avons contourné la difficulté par exemple, en mettant une valeur seuil sur la fonction de refroidissement pour que l'enveloppe ne se refroidisse pas en dessous. Et c'est vrai que ce qu'on a pu faire tout au mieux, c'est avoir deux équations pour deux traceurs, un de l'enveloppe, un du jet, et suivre l'évolution au cours du temps. Alors, sur la partie environnement à nouveau, là, c'est assez intéressant. Finalement, tu reproduis plutôt bien les observations sans disque et sans centrale un peu forte. Alors, on se tient, comment la concession, ça voudrait dire qu'en fait, l'essentiel de la physique du jet est là, indépendamment de Indépendamment, oui et non, oui et non, parce que je pense que l'apport du disque, il interviendra lorsque, au niveau des conditions au bord, en fait. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de faire, malheureusement, mais on peut voir quel serait l'effet si on modifie les conditions au bord. Mais la congé, il est essentiellement lancé sur une. Oui, c'est ça. C'est combien de dollars? C'est 50 AU. Ah, quand même, donc le disque, voilà. Ouais. Ouais. Oui, il y a un champ de gravité dans la simulation. Vous mettez par exemple. Elle est contenue dans la force FP. En fait, FP, c'est quelque part la combinaison de la force, des forces magnétiques et des forces de gravitation qui vont maintenir l'enveloppe statique. Je termine peut-être sur la partie rotation. Sans doute, c'est je plus pour l'outil. Une précession. Est-ce que ça c'est difficile à inclure dans le code et est-ce que oui, tout à fait. Du coup, au niveau numérique, ce ne sera pas forcément compliqué à implémenter. Ce sera de la précession. On fera tourner l'axe du jet autour d'un axe, d'un certain angle autour d'un axe. La difficulté, elle viendra du fait que du coup, on ne pourra plus se placer en 2 dimensions et dans le cas axisymétrique et qu'il faudra ramener des simulations en 3 dimensions où là, on va certainement perdre, on va avoir un coût en temps de calcul. Et l'effet que ça aurait, justement, des simulations ont déjà été faites, toujours dans un cœur uniforme, mais avec justement de la précession et en 3 dimensions, et qui montre justement qu'en faisant précesser le jet en 3 dimensions, la largeur des flots, elle augmente, en fait, par rapport à un cas sans précession. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Yes, so I'm going to take the liberty to speak English, and then we see how it goes. But as I mentioned to you before, feel free to answer in French. Okay. And I would also like to start by echoing my 2 colleagues here and say that it was a great pleasure to read your thesis, also in French, and to brush up on my scientific French. And it's also clear that a lot of work went into this thesis. And I think it should also be recognized that this thesis was done almost entirely during COVID and lockdown, and with all of the complications. Yes. And I think that's also worth noting that you delivered a really nice piece of work during such difficult times. And I would also like to again thank my colleagues and say I enjoyed the presentation very much. So that was also very nice to see. Thank you. But I, of course, also have a few questions. Okay. So my first question is, how long does it take to run a simulation on a computer? OK. Sur la grappe de calcul TICO, pour lancer les simulations les plus longues jusqu'à 10 000 ans, dans les conditions de densité du cœur singulier aplati, ça a pris 19 heures. Ouais. Les plus longues simulations que j'ai faites ont duré 2 jours. J'ai essayé de faire un modèle avec l'effondrement de l'enveloppe, mais sans succès. So it's not something that you just run quickly on the laptop. Yes. Then when you went down and you compared your simulations to HH46.7, Karma 7, and so on, how much fine-tuning did you make in the models? Was it just that
hey, you had run these approximately 10 models, Mhm. and you took one, so it matches, or did you have to do some fine tuning? Alors, pour y répondre, tout d'abord, j'ai regardé l'article qui présente les observations ALMA de la recherche 46-47 de Zhang Delian 2019, où justement, grâce à leur ajustement avec le modèle de vent grand angle, j'ai déjà pu obtenir certaines contraintes sur, par exemple, la vitesse du jet, le flux de masse, dans d'autres articles aussi. Donc, j'ai pu avoir un certain nombre de paramètres qui étaient suffisamment bien contraints pour que je lance une simulation. Et il s'est trouvé que, à partir de ces paramètres, à temps lent, on était capable de reproduire justement les observations. Mais en effet, le but, c'était vraiment de réaliser une comparaison qualitative et il faudrait, pour être précis, pour être vraiment précis, réaliser un ajustement fin paramètre par paramètre. Exactly, because my next question was going to be, now, if I were to go out and say, make an ALMA large program, Yes, survey 20 or 30 Yes. protostellar sources, yes. would I be able to just give you the characteristics of those protostellar sources and then you could quickly course. make? Of course. Of course, yes. But how long would that take? Would it be possible to explore parameter space because we may not have as many observational constraints, for example? Si l'observatoire, parce que là j'étais limité à 4 simulations en même temps, si l'observatoire me permet d'avoir plus de ressources disponibles, on pourrait faire une grille plutôt imposante, sans modèle par exemple, la grille, qu'on pourrait faire en 100 divisé par 4, 25 jours. 25 jours. Not too bad. Certainly quicker than the time that it would take for us to get the observation. Now, I have an open question for you, and that means that you can take the question in whatever direction you want. There's no right or wrong answer. Okay. If you were to design an ALMA large program, what question would you focus on addressing based on the research that you've done here? Bonne question. Oui, bonne question. C'est vrai que je ne suis pas très familier avec les observations, hein, mais Think about the physics that you would like to examine. qu'est-ce que je voudrais regarder? Par exemple, je voudrais regarder, justement, j'aimerais me concentrer sur ce qui se passe, près justement de la base du flot pour voir, par exemple, en détail l'effondrement de l'enveloppe autour pour avoir justement comment je voudrais modéliser, améliorer mon modèle avec, pour inclure l'effondrement, par exemple. Now, I have another question that also addresses a little bit some of the computational limitations, and that is, as you mentioned several times, if you take class 1 sources, well, we're looking at maybe 10 to the 5 years, and not 10 to the 4 years. And I know that, of course, if you increase the time by a factor of 10, that's going to increase the computational time quite significantly as well. So is there anything that you could do from a modeling point, any approximations you could make or something like that, that would allow you to go all the way to 10 to 5 years? Comme je l'ai dit pour y répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des problèmes liés par exemple à la dimensionnement des équations, c'est le rapport, c'est la dépendance du problème et de la largeur des chocs avec le rapport entre la longueur de Cooling et le rayon. Ce rapport, par exemple, j'ai regardé des simulations où je prenais le même nombre de Mach, le même rapport de densité entre l'enveloppe et le vent, mais j'ai pris deux valeurs de densité différentes pour l'enveloppe dans les deux cas. Ça montrait en fait des flots qui n'ont pas la même largeur, parce que justement le cooling, il dépend pas non plus, enfin il a une dépendance non linéaire,
Et du coup, je pense que ce serait compliqué, sauf modèle semi-analytique, d'aller jusqu'à 10 puissance 5. C'est justement l'intérêt qu'on a eu d'utiliser l'AMR, parce que j'ai par exemple fait tourner la même simulation sur une grille complètement uniforme. Là, on passe de 19 heures à 3 jours. Donc, And what about, for example, the envelope structure? How would that change if you go, for example, to 24 or something like that? Because if I understand correctly, you're taking a static envelope, right? And of course, if you let gravity do its thing, as Jean-Marc will say, gravity does its thing. And yes. angular momentum and Mm. whatever else. Si on prend notre modèle tel quel et qu'on le poussait jusqu'à 10 puissance 5 ans, on aurait des flots qui s'élargiraient en décélérant progressivement. Donc, la largeur, elle saturerait au bout d'un moment. Donc, il n'y aurait pas d'intérêt à aller vraiment très loin, sauf si on veut voir plutôt la longueur du flot. Le souci, c'est comme je l'ai énoncé dans ma présentation, on a en fait une zone d'effondrement qui se forme depuis la base du flot, du jet, et cette zone, elle grandit au cours du temps, et elle peut facilement, là, jusqu'à 10 000 ans, on était sur une zone de 1000 unités astronomiques, alors à 10 puissance 5 ans, on peut aller beaucoup plus loin. Là, on ne pourrait plus négliger la dynamique de l'effondrement. Then I have one final question. That is a little bit of a trick question. Ah. So if you go to your slide 2, yes, this one. OK. Beautiful JWST image. OK. Where's the jet? Alors, la question c'est est-ce que le jet serait invisible dans les longueurs d'onde observées? Est-ce qu'on saurait plutôt, par exemple, un jet qui serait observé en CO plutôt et pas dans l'infrarouge, sur GWST? I can tell you that unfortunately, when we look at this with ALMA, for example, look at CO, no jet. OK. Ou justement, s'il est trop fin, bonne question. Soit il est trop fin pour être suffisamment bien résolu, soit comment dire, I don't know the answer, to be honest. I don't think it would. So it's more what you think. oui, bonne question, bonne question. Là, comme ça, je ne vois pas. Il faudrait regarder les traceurs pour voir si on observe dans d'autres longueurs d'ondologie. Ouais, on a fait. Maybe other lines. Yeah. Okay. Thank you. Alors, j'aimerais bien demander avec Sandro, est-ce que vous posez des questions? Oui, Alex. Oui. Alors, justement, je ne vais pas lui demander si vous m'entendez. Alex, est-ce que tu nous entends? Je te comprends d'un doigt, mais pas les autres gens là. D'accord. Oui, je t'écoute. C'est le maximum. Ouais. Okay. Est-ce que tu avais des questions à poser? Okay. Je voudrais dire que je trouve la thèse vraiment bien, que c'est une grande exploration de l'espace paramétrique et que tu montres vraiment que la stratification ambiante est une chose totalement avec un effet très fort et qui aide à expliquer les objets qui sont observés. C'est vraiment bien, non? Et avec ça, tu avais parlé un petit peu de qu'est-ce qui se passe si tu as une enveloppe qui s'effondre. Tu avais quelque chose sur la solution de Ulrich là? Oui. Oui, tu donc pourrais utiliser ça, non? Oui, ok. Donc la question, c'est la question de modèle d'enveloppe en effondrement. Qu'est-ce qui se passerait si on considérait un milieu qui n'est plus statique? J'ai justement une slide là-dessus. Et une autre stratification. Oui, et quel serait l'effet d'une autre stratification? Je vais commencer par la plus simple. Quel serait l'effet d'une autre stratification à temps lent en présentant, alors, je vais aller ici.
là, j'ai regardé du coup tout à droite la stratification que je vous avais montrée jusqu'à présent, et à gauche le cas stratifié suivant Z, où contrairement à la droite, on n'a pas des ouvertures le long des pôles, on n'a pas l'enveloppe n'est pas ouverte au niveau des pôles. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la largeur des flots poussés, toujours au même âge ici à 10 000 ans, elle diminue parce que la densité, elle ne chute pas suffisamment abruptement pour reproduire les mêmes largeurs. Et deuxièmement, si on considère le modèle d'effondrement, il existe différents modèles pour simuler, reproduire l'effondrement d'une enveloppe. L'un de ces modèles, ça a disparu. Ça a disparu. Bon, attendez. Ça a disparu. Attendez, je vais retrouver. Alors, voilà. Alors, je vais pouvoir zoomer sur ça. Alors, ça, c'est du coup, j'ai pris un modèle d'effondrement d'un cœur, oui, d'un cœur sphérique en rotation solide, un effondrement balistique, qui est un vieux modèle établi par Ulrich en 1976. Dans lequel, justement, initialement, on avait pu obtenir à la base du flot certaines roches, des disques, justement, et tout autour de la matière qui tombe sur les disques. Du coup, cette fois-ci, j'ai vraiment simulé le champ gravitationnel du niveau de l'étoile. Du coup, je vais essayer de faire ces simulations. Jusqu'à présent, le modèle a été employé pour des simulations isothermes. Le problème, c'est que maintenant, on va faire le refroidissement, ça rajoute des instabilités qui, ici, quand on regarde la carte activement, complètement réduite. Et là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec une surdensité qui prend à 30 kg d'enveloppe. Et c'est quelque chose qu'on essaye actuellement de rétablir. Quand j'ai des modèles que on n'a pas encore trouvé. Mais a priori, si on regarde très bien, on voit que la largeur des flots du coup, poussés, elle diminue en considérant l'effondrement. Tu as bien entendu la réponse? Oui, 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 oui. Donc, c'est vraiment bien. Ça, c'est une chose à explorer, non? Il y a beaucoup de choses à faire avec ça, non? Oui, oui. Ça, c'est une belle chose aussi, non? Et l'autre point que je pensais est que, apparemment, tous tes modèles sont avec des jets top hat, avec une densité et vitesse constante dans la section du jet. Oui, oui, oui. Ça pourrait être une autre chose intéressante d'explorer des modèles non top hat, oui, avec une vitesse un peu plus faible dans le bord du jet que dans le centre. Et ça, tu sais, si tu essaies ça, ça fait beaucoup d'effets sur les simulations. C'est une chose incroyable. Tu mets un petit décroissance de la vitesse du centre au bord du jet, et ça change les choses plus qu'on penserait, non? Oui, oui. Ça, c'est une chose vraiment facile à explorer, non? Oui, je pense notamment à des simulations qui ont déjà été faites en 1998 par, je crois, Volcker, où ils ont pris ce qu'ils appellent un shear en vitesse à l'intérieur du jet. Un shear, oui, oui, ça. Et nous, ce qu'on a considéré, c'est comme eux, un spray. Et on pourrait rajouter un shear pour justement, ce serait aussi intéressant pour voir si ça diminuerait les effets de bord au niveau du point de contact entre l'enveloppe et le jet, par exemple. Ça, c'est une chose intéressante à explorer. Ah, et ça, c'est tout. Hein? C'est vraiment bien. J'ai aimé tout bien. Hein? Oui. L'amplitude de variation en vitesse. Merci.
Du coup, l'amplitude de variation en vitesse, il était de 50% de la vitesse moyenne, donc 60 km par seconde. Yes, I see. Mais comme on l'a vu, on a regardé l'influence des paramètres libres où j'ai pris carrément 90 km par seconde. Les effets sur la largeur étaient négligeables. Tu as d'autres questions, Alex? Non, ça c'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bon, ben, je conseille maintenant à moi. Je ne suis pas du tout expert, mais ça sur l'observation de H, courant 86-87, j'ai bien compris. Alors, ton modèle, ça modélise bien les observations, je vais vous dire, mais elles vont à grand angle aussi. Le problème, justement, il y a des problèmes récents qui sont apparus avec les prédictions de vent grand angle. C'est non seulement l'angle d'ouverture à la base du flot serait important, c'est encore plus à temps lent, mais le rapport d'aspect, il ne serait pas capable de reproduire les observations. C'est-à-dire que le G, il ne serait pas suffisamment collimaté. Enfin, le flot ne serait pas suffisamment collimaté en étant poussé par un vent grand angle. Est-ce qu'on peut ajuster ce modèle avec les bons grands angles ou est-ce que ça veut dire que c'est un modèle qui tient bien la route et il faut retourner à ce modèle? Et ensuite, dans les cas généraux, après, oui, c'est une bonne question. Il faudrait pousser, améliorer mon modèle pour voir jusqu'où ça va et établir d'autres diagnostics. Par exemple, quelque chose que je n'ai pas représenté, c'est les cartes d'émission en vitesse, qu'on peut aussi comparer à celles des flots qu'on observe pour voir si c'est plus ressemblant aux observations que le vent. Auquel cas, en effet, il faudrait plus considérer mon modèle que le modèle de vent. oui, parce que ça, c'était une question. Comment tu peux dire quel modèle est correct? Ah, donc quel modèle est correct? Du coup, pour y répondre, on pourrait, par exemple, regarder la dynamique des flots en vitesse. On pourrait regarder. On sait que ce n'est pas la même chose, la même vitesse qui est atteinte dans les flancs, dans les deux modèles. On pourrait ainsi utiliser pour discriminer l'un ou l'autre modèle. On pourrait regarder, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça sur la présentation, les distributions masse vitesse et surtout les PV. Les PV, on voit que dans un modèle de vent grand angle, on a plutôt une ellipse ou des paraboles caractéristiques, là où dans le modèle de flot poussé par un jet, on a des structures en forme d'éperon. C'est deux structures différentes. Et on a pour ces observations-là, on peut pas faire des... Quelles observations? HH46, 47? Oui, je les ai présentées, justement. Ok, et dans cette cas-là, tu as dit que le vent... Oui, ça reproduisait qualitativement les observations. En effet. Oui. On peut aller rapidement, on peut dire qu'en effet, les étoiles, c'est aussi par les G. Le problème avec l'ajustement fait, par exemple, avec HH46-47 par le modèle de vent grand angle, c'est que les basses vitesses, elles ont du mal à être reproduites par ce modèle. Comme par exemple, ici, on peut voir qu'on n'est pas sur une ellipse parfaite. Donc, et c'est justement là où on regarde que nos comparaisons avec les prédictions de notre modèle semblent coller mieux par rapport à ces ajustements. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait, il y a aussi la forme de, il y a aussi la longueur du flot. Il faut voir si on est capable de reproduire avec un grand angle la longueur. Sachant que si on veut observer la totalité de certains flots, on pourrait être amené à observer du H2 à d'autres
d'autres raies d'émission, ce qui justifierait justement des observations avec JWST. Qu'est-ce que Qu'est-ce que les parts que ça fait sur les modélisations de demande ou Tout d'abord, on a résolu la question qui est finalement, il n'y a pas de… Les critiques qui ont été avancées jusqu'à présent, elles n'ont plus lieu d'être en considérant les ingrédients dont j'ai parlé, en étant plus rigoureux et réaliste. Et deuxièmement, en termes de rétroaction, j'ai évoqué cette question. Si jusqu'à présent, en fait, le fait est que dans les simulations de rétroaction et le fait des flots dans les nuages préstellaires, dans les cœurs préstellaires, on a fait les simulations. La grande majorité de ces simulations, elles ont été faites avec le modèle de vent grand angle. Maintenant, si on met un G plutôt qu'un vent grand angle dans ces flots, qu'est-ce qu'on obtiendrait comme rétroaction dans ce cas-là? C'est une des questions qui nous joue. Moi, je vais évidemment pas poser de questions parce que on a à peu près tout exploré avec Mian, mais je voudrais surtout féliciter Mian. Vraiment, c'était vraiment un travail. C'était, voilà, on partait, on avait des idées, on avait des bonnes idées, mais il fallait les adapter le code à ces conditions-là. Et c'est vrai que travailler à distance aussi, ça a été très compliqué, hein, parce que non seulement c'était le Covid, mais en plus c'était moi. Donc, c'était une bonne idée de faire quelques travail par jour. Oui. Donc, il a fallu faire beaucoup de tout ça à distance. Et franchement, il y a beaucoup d'étudiants qui auraient claqué, quoi. Et il a fallu, voilà, de circonstances qui ont arrivé. Donc, franchement, bravo d'avoir tenu le temps. Merci Bravo beaucoup. pour la persévérance. Tu étais extrêmement pointilleux et j'avoue que j'ai trouvé mon maître, mais c'est extrêmement perfectionniste. Et alors là, franchement, tu as vraiment, voilà, à la limite, il fallait t'empêcher d'en faire trop, ce qui est assez rare avec les étudiants, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est une qualité qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est-à-dire voilà, apprendre à maîtriser dans les justes proportions. C'est la preuve d'un esprit très très rigoureux. Et puis voilà, le résultat, Merci. comme on dit, on n'a pas eu à tourner trop de boutons dès le début. On a surtout eu à débugger, quoi. Voilà, ça a été plutôt du debug. Donc, et je veux insister sur le fait qu'on était trois. Voilà, donc, les deux autres ne sont pas sur Adobe, donc je ne figure pas comme directeur de thèse, mais sans eux, on va faire le boulot, qui est Guillaume, que je vais laisser ajouter un mot, mais voilà, vraiment, Merci beaucoup. Parce que tu avais beaucoup d'obstacles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est des mots importants pour la suite, pour moi aussi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais quand même dire que je suis très admiratif de Yann, je le connais depuis très longtemps. J'ai regardé dans mes… Première année d'université. Bien sûr, de l'année, en première année d'université. Donc, j'ai repéré Yann dans l'amphi, je ne sais pas combien vous étiez, une centaine. Ouais. Et tout de suite, je t'ai repéré, en fait.
Merci. Tu venais beaucoup discuter avec moi en bas de l'amphi, je me souviens. Mm. Et ensuite, on s'est retrouvés l'année suivante, on s'est mieux connus, parce que tu as fait là aussi, tu as fait peut-être ton premier exposé. Je ne sais pas si c'est le premier que je vais faire. Très soutenant ça. J'ai encore un souvenir formidable. Et donc, c'est pour dire que voilà, c'est une vieille connaissance. Et puis ensuite, on s'est retrouvés au stage. Tu n'as pas continué dans la voie, dans la direction d'astrophysique à ce moment-là, mais plutôt dans la physique. Et donc, j'étais un peu perdu de vue, toujours pareil à l'université de Paris-Sud, évidemment. Et puis, on s'est retrouvés sérieusement au moment du stage. Et donc, moi, je reste très admiratif du travail que tu as fait parce que c'était dans des conditions très difficiles. Des conditions, évidemment, le Covid n'est plus que ça, de distance aussi, mais tous les problèmes que tu as eu avec tes cartes de séjour, les problèmes familiaux, je ne veux pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais je veux dire que contre vent et marée, finalement, la thèse est arrivée jusqu'au bout. Et avec la qualité que vous voyez, et c'est quand même assez remarquable. Moi, dans le même temps, j'ai participé à l'encadrement d'autres thèses qui se sont beaucoup plus mal passées. Un a abandonné et l'autre, la fin est compliquée. Ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment été une période très, très difficile pour beaucoup d'étudiants. Il ne faut pas oublier que toutes les thèses qui sont soutenues là, ces temps-ci, c'est-à-dire maintenant, et puis souvent repoussées d'ailleurs au mois de janvier, février, mars, ont toutes été des thèses difficiles. Et donc, voilà, c'est d'autant plus formidable que tu sois arrivé au bout. Que voilà, c'était dans des. Je regrette, on aurait bien préféré que ça se passe autrement, mais voilà, malgré tout. Donc bravo, voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi de travailler avec toi. Mian est quelqu'un de très agréable, on le sent quand il parle, en fait, je trouve. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui et aussi de jouer à la cantine. Les deux. Oui, voilà. Merci beaucoup. C'est bien. On va sortir. Ouais, et donc, il faut que tu fasses libérer la salle. Il faut que je rende la clé. Voilà, parce qu'elle nous avait tu peux prendre la clé de la salle de rez-de-chaussée du bâtiment B pour déjà installer le pot. Rez-de-chaussée du bâtiment B. Alors, parce que en fait, j'ai un mail de Mathieu Pouel qui demandait, qui était dans la salle de rez-de-chaussée du bâtiment B, qui demandait si j'allais pas continuer ou pas. Il m'a dit qu'il faisait froid. Donc, comme les deux équipes de bâtiment froid, est-ce que ça va aller? Tu me félicites? Non, non, sinon il y a dans le bureau. Dans la salle, évidemment. Non, mais il n'y pas dans la délibération. Non, il n'est pas dans la délibération. Même moi, je sais pas. Je dis rien. Ah oui, c'est non, mais en fait, je ne sais pas si c'est du coup, Alex, il restera dans la salle, c'est ça? Alors, Alex, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre vidéo. Alex, je vais te rencontrer. Non, mais on va changer de salle. Ça va pas durer 15 minutes, je pense. Alex, Oui. on va aller sur un autre Zoom pour la délibération. Ok. D'accord? Je t'envoie le lien. On change, mais on doit changer de salle aussi. Donc, tu vois? Ok. Oui. D'accord? Merci beaucoup, Alex. Ciao, Biali. Merci beaucoup. Ça, c'était vraiment bien. Merci. Au revoir.